première scène du film, c'est parti, on envoie. Ouais, alors on est le combien aujourd'hui? On est le 5 octobre 2001. 5 octobre 2001. Monsieur Carbonel, Oui. vous allez bien? Comment ça peut? Alors de quoi voulez-vous parler? Comment ça peut? Est-ce qu'on parle de la foire des Santons? Oui, ma foi. Par exemple, Cette foire, il y a tellement à dire dessus. Par exemple, la première Et fois... il faut qu'on mette seulement à tout. Voilà. La première fois que vous avez participé à cette foire, c'était quand? La première fois a été, c'est-à-dire, j'ai fait des foires avec mes parents que j'avais dans les 10-14 ans, vous voyez. Mais enfin, on était qu'un spectateur, quoi. D'accord. Et ensuite, la première fois que je l'ai faite, alors, moi je travaillais dans les tramways, je fabriquais des atomes à temps perdu, vous voyez, et j'avais mis, c'était ma femme qui était comme artisane. D'accord, Voilà. le statut d'artisan. Et alors, la première fois, ça a été en 1937, à la veille de la guerre, 37 et 38. Et en 39, malheureusement, on a tout arrêté. Et on a repris, après la guerre a fini, tout ça, et la foire a été faite en 1943. Oui, donc Oui, 1943, on était encore occupé par les Allemands. Il y a la foire sur l'occupation. Voilà. Et depuis, on ne s'est plus arrêté. D'accord, en 1943 donc. Alors, ma femme a gardé l'artisanat pendant encore 2 ou 3 ans. Après, moi, j'ai démissionné de la compagnie des tramways. Et ça a été moi-même qui on a monté l'affaire en beaucoup plus grand. Parce que finalement, le travail que vous faisiez à temps perdu à la maison devenait trop important par rapport à votre travail habituel. Alors là, quand j'ai parti, je me suis cherché un petit atelier qui c'était très difficile à l'époque. J'ai commencé à la rue Fort-Notre-Dame, que je suis resté là. C'est un atelier qu'on appelait un pigeonnier parce qu'on avait une échelle qui montait comme ça. Ah, c'était une échelle, c'était pas un escalier. Et ça a été... C'était vraiment une échelle. Une véritable échelle. Ah bon. Une échelle, enfin, un escalier, mais pas très pendu. Et là, c'est là que j'ai commencé à travailler avec, j'ai commencé à embaucher 2 personnes, 3 personnes. On travaillait à 4 là-dedans. Ça c'était... Et alors, j'étais en 45, 46, 47. Et puis après, en 47, 48, il me fallait, devant l'extension des commandes qu'on me demandait, je me suis envoyé à la rue du commandant de Syria. Et à l'époque, vous avez une boutique? Alors, d'un petit endroit, je me suis tombé dans cette chose, que je me suis demandé comment j'allais le rentrer, comment j'allais le remplir. Mais enfin, on s'est débrouillé. Et là, j'ai commencé à travailler avec des 6, 7, 8 personnes. À l'époque, au tout début, comment est-ce que vous faisiez pour vendre les Santons? Vous aviez une boutique? Tout à fait au début. Vous aviez une boutique? Vous aviez des revendeurs? Vous aviez des clients en direct? Comment ça se passe? Ah ben là, je m'étais fait une petite clientèle. Parce que cette clientèle, pendant la guerre, il n'y avait pas de jouets. Et les Santons ont été les bienvenus à certains endroits. Alors j'avais des maisons comme le Folklore à Lyon et à Paris, vous voyez, qui prenaient tout ce que je faisais, pratiquement. Et ici, j'avais quelques petits clients, et la foire, bien entendu, c'était Mais la foire, alors, je n'arrivais pas à aller jusqu'à la fin. Je restais chaque fois ouvert 15 à 20 jours, je n'avais pas la marchandise. Et ça a été comme plus tard, alors qu'on a pu approvisionner des foires comme il faut. Et à l'époque, il y avait d'autres, tout à fait au début, il y avait d'autres santonniers sur Marseille aussi, en même temps que vous. Eh bien là, à vous dire au vrai, j'ai mis sur le marché, comment dirais-je, une marchandise qui était tout à fait nouvelle. Et cette marchandise, c'était mes créations en moi, bien entendu, avec des couleurs beaucoup plus violentes, parce que
on peut dire, les centeniers s'étaient un peu laissés aller, vous savez, à l'époque. Et on était très peu comme centeniers qui, depuis des années, ils travaillaient avec des mêmes modèles. Alors, sur une trentaine de centeniers, c'était tout pareil. C'était tout pareil. Et chacun les décorait à sa façon. Alors, celui qui était mieux décoré travaillait un peu mieux que l'autre. Mais à l'époque, c'était vraiment un gagne-petit. Il y avait très peu de centeniers qui arrivaient à en vivre. Et là, moi, un peu à l'exportation, un peu de côté, un peu de l'autre, puisque là, ce qu'il y a eu de bien, c'est que j'étais nommé président du syndicat des centeniers et on a fait un travail énorme au point de vue publicité. En quelle année? Et ça a inventé en 48, 49, ça. Ouais. Alors là, j'ai été aidé par l'Office du tourisme, tout ça. La guerre étant finie, tout ça, on a fait, comment dirais-je, des expositions en Amérique, des expositions tournantes, qui ont fait l'Europe, qui ont fait la Belgique, qui ont fait ceci, tout là. Et ça a donné une extension énorme. Le syndicat des centeniers existe depuis avant la guerre? Ah, oui, ouais. Là, j'ai pas les papiers en main, ça a été fait par M. Véran, qui a inventé un syndicat. C'est un syndicat qui a dû être fait en 1925 par an. 1925. Et quand ce M. Véran, il est resté à la tête pendant des années, et il a dit, à l'époque, il m'a présenté, il a dit, il y en a qu'un qui pourra aller. Et il m'avait vu tout gosse, sur Châteaufour. Et vu le travail qu'on faisait, et il a dit, il sera à la tête. Ça a été difficile parce que il y avait pas mal de jalousie, des choses comme ça. Enfin, ça c'est autre chose. Là c'est un peu touffu, mais on arrangera tout ça. On en parlera, on en parlera ça. Il avait reproduit et il avait fait toutes les choses du Parthénon en Grèce. Ah bon? Il avait fait la colline et toutes les choses du Parthénon ont été faites comme ça. C'est une chose qui a été vendue après. J'étais trop jeune et ça est parti dans un musée en Angleterre. C'est un Anglais qui l'a acheté. Et on sait que c'est parti d'une chose. Et il faisait sa crèche là-dedans. Alors il y avait le Parthénon, puis il a mis une chose là, et il s'amusait à refaire chaque fois. Seulement, alors mon père il est mort d'un accident de travail. On a vérifié un travail qui a été fait pour l'usine. Il y a eu une faute énorme, bien entendu. Il va à bord d'un bateau. Il y avait une marronne dessus. Et pour monter sur le bateau, on a mis simplement une échelle comme ça. Il y a un remorqueur qui a passé devant. Il y a eu un remous. Il a été écrasé entre le bateau et le quai. Oh là là, quelle horreur. Et j'ai perdu mon père, il avait 52 ans. Et moi, j'avais 11 ans. Alors là, ça a été une catastrophe. Ça a été vraiment une catastrophe à la famille. Plus de ressources. Parce que ma pauvre mère, elle est restée 6 ans en procès. Ah oui, en plus. C'était pas l'époque de Métalin. Ah oui. Oui, ils se renvoyaient, c'était une grande boîte. Hein. C'était la plus grande boîte de Marseille. Et ils se renvoyaient à la balle à des uns aux autres. Pendant 6 ans. Et pendant ce temps-là, votre mère ne travaillait pas? Et non, on faisait rien. Alors, il avait acheté une villa à Blancaro, tout ça. Bien entendu, il fallait payer tout. Dans la merde. Moi, je suis ce que c'était d'aller manger une soupe chez un voisin. Ah oui? D'accord. Remarquez ça, ça va guérir, vous savez. Je n'ai jamais balancé le pognon en l'air.
Ça, je me suis tout le temps rappelé le début. Cette période. Et là, alors, ma pauvre mère, après, alors, a commencé, et c'est une centenaire qui s'est retirée, Madame Gaine, c'était Oui. la plus renommée. C'était la plus renommée à l'époque. Et alors, elle a fabriqué les centons, et c'est nous qu'on les vendait. Ah d'accord. Oui. Ah, ouais. Et c'est là que j'ai commencé à les fabriquer. Alors vous avez appris avec elle. Voilà. Vous avez appris chez elle. J'ai appris pas grand-chose, parce que le métier de centonnier, c'était secret. Ah, d'accord. Tu ne rentrais pas chez le centonnier. D'accord. J'ai jamais rentré chez un confrère à le voir travailler. Ça, alors, ah ouais. Vous avez compris? Chacun, il fallait qu'il se démerde. Il a trouvé seul, quoi. Trouvé tout seul. Il fallait qu'il se démerde comme il pouvait. Et ça, c'est vraiment... moi, je fais voir, mais à l'époque, Ah, c'était secret. il y avait une pièce pour recevoir, et l'atelier, personne ne rentrait dedans. Et là, alors, ma pauvre mère a été fatiguée après. Elle a été obligée d'arrêter les foires. Et c'est moi qui ai continué à travailler pour des centonniers. Je travaillais pour la mère Martini, une centonnière, Madame Martini. Et à l'âge de 15 ans, je travaillais, j'étais apprenti dans l'imprimerie, vous savez. Mais le soir, on payait les centons pour se faire un petit quelque chose, vous voyez. On arrondissait un peu les angles. Dans l'imprimerie, vous faisiez quoi? Et moi j'étais lithographe. Lithographe, d'accord. Et la lithographie, quand je suis retourné du service, la typo a tellement fait le progrès que j'ai pu trouver de travail. Une autre technique. Alors quand je suis retourné du service, j'ai fait 36 000 métiers. Ah ouais. Et finalement, j'ai échoué à la compagnie des tramways. C'est ce qui m'a permis de pouvoir travailler, de pouvoir préparer tous mes modèles et tout. Parce que mes modèles ont été faits. D'abord, il n'y a qu'à voir les premiers modèles. Tous les sujets, ils sont très bas, comme on dit, bas de cul, c'est le cas de dire. Et au bout de quelques temps, alors, quand on a eu le métier vraiment bien en main, c'est là, j'ai pris un jeune garçon qui sortait du Beaux-Arts, Lascaux, que ça a été un peintre après. Il est resté tout le temps en très bon terme. Et entre tous les deux, on a mis tous les sujets. Et c'était moi qui commandais le dedans. Alors je préparais un sujet, j'ai dit voilà, je veux ça, je faisais avant, il travaillait dessus. Moi je le finissais, on faisait des moules, on faisait tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à faire les moules mères et tout. Les moules mères, il n'y en a qu'un qui les a fait, au début c'est moi. Parce qu'après, j'envisageais, on gardait avec le moule mère les empreintes intactes, vous comprenez, et d'après ces empreintes, on pouvait faire autre chose. Ça a été la belle chose. Et la foire? Arrête un peu. Les gens qui se sont découragés là-dedans, ils le faisaient comme ça. Il n'y avait que celui qui arrivait à travailler, qui avait le mari qui travaillait ou la chose, qui avait quelque chose à la côté, il le faisait que... Alors ça faisait un gagne-papier à la fin de l'année. Ça a amélioré. Et il a fallu, parce que je vais vous dire avant, les Marcel Provence, des choses comme ça, c'était des amoureux du centon. Mais quand ils faisaient des expositions à Paris, des choses comme ça, les centons étaient crus. Oui, au début, oui. Tout à fait. Parce que la question des cuissons, maintenant, on a des fours électriques, on a des fours comme ça. Mais à l'époque, un four faisait la grandeur d'une salle. C'était impossible aux centonniers à part des centonniers comme les neveux à Aubagne, qui étaient à côté des Tuileries, des potiers, qui pouvaient se permettre de faire cuire les centons.
Et moi, j'ai débuté avec les santons crus, les premiers santons ont été tous crus, et il a fallu, comment dirais-je, qu'on commence à avoir des petits fours. J'ai cuit chez nos céramistes les premiers santons, chez Lucie André. C'était en quelle année, ça, le premier santon cuit? Les premiers santons cuits, ça a été en 1950 par là. Ah d'accord, donc c'est assez récent quoi. Oui, 50, 51. D'accord. Et après, alors, je cuisais chez elle. Et après, je me suis monté mon premier four moi-même, avec un ami. On a monté sur la galerie, le premier four. Ah oui. Le dimanche, on allait couper le bar et tout. J'ai un ami qui était serrurier, vous savez. Et on a monté. Après, j'ai des gens compétents qui ont monté l'intérieur. Et c'est là que j'ai cuit les santons. Alors là, ça a été tout seul. Comment? Ça rendait les santons Il y avait plus, ça rendait les santons plus solides. il n'y avait plus cette fragilité dans les santons. Et tous les autres après m'ont suivi, bien entendu. J'étais le premier à avoir des santons cuits sur le champ de foire. D'accord. À poule, tout ça. Ah oui, c'était révolutionnaire ça. J'ai suivi au fur et à mesure. Et les autres, ils se rencontraient et disaient ah non, non, le santon, il est classique. Ah, parce qu'il y avait des gens, il y avait des gens qui défendaient les santons crus. Ah, maintenant, il n'y a plus personne qui les Non, mais à l'époque, les traditionnels ils disaient le santon il est en terre crue et on ne le fait pas cuire. Ah, ouais. Ah bon. Nous, on travaille à l'ancienne. Ah, d'accord. Et c'était la bêtise. D'accord. Parce que faire un travail sur une étagée en cru, c'est de la folie. Bien sûr. Et moi, j'ai demandé à Mme Caillol, Caillol Gobert, là. Je leur ai dit, vous devrez me donner 100 ans, je les fais cuire, et vous me les peignez. Ils n'ont jamais voulu. Ah bon. D'accord. Et alors, ce sont des santons que dans 20-30 ans, ça va tout au même pousser. Ou si c'est dans une vitrine, ça ne bougera pas. Ils sont fragiles, quoi. Comment c'est la bêtise. Ils ont été réfractaires, vraiment. C'est le cas de dire. Oui, c'est le cas de dire. Au progrès. Si on revenait un peu à la foire, si on reparlait un peu de la foire. Alors, la foire. Au début, vous aviez une baraque, vous aviez quelque chose, vous aviez un... Eh bien, à l'époque, il y avait une entreprise qui louait les baraques. Puis, à un moment donné, il a fallu les acheter. Avec la main-d'œuvre qui a augmenté au fur et à mesure. Et on a été obligé d'acheter les baraques. Alors, Jacques Santonier avait sa baraque personnelle et qui nous permettait de... Et au tout début, il y avait combien de baraques sur le champ de foire? À l'époque, on était quand même de 35, mais il y avait des gens qui ils venaient faire la foire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis c'était pas assez rentable. Il y a que ceux qui ont vraiment tenu, qui ont sorti un travail qui sortait un peu de l'ordinaire, qui leur a permis de continuer, de faire une production suivie. Et qui a permis de pouvoir en vivre, quoi. C'est le cas de dire d'une façon correcte. Et quand vous étiez petit, tout à fait au début, quand vous étiez petit, quand vous visitiez cette foire, est-ce qu'il y avait déjà autant de santonniers? Non, j'étais une vingtaine, 20-25. Mais finalement, tous les santonniers, mon pauvre père, à un moment donné, il travaillait avec les maisons CIS. Là, vous voyez, on parle du coq à l'âne. Non, mais après, on remettra. Et mon père, la veille qu'il lui arrive cet accident, ce santonnier, CIS, c'est celui qui a eu tous les moules de l'Aniel. Ah, oui, qui avait tous les moules. Et nous, on n'a pas pu les acheter, on n'avait pas l'argent. Moi, je les ai vus. Je les ai tripotés, on les a prêtés et tout. Ah, ouais. Et
Lui, ce CIS qui avait fait ça, il s'est découragé maintenant. Et il a monté une boulangerie à Aubagne et il a vendu ses moules. Mais ces moules, à l'époque, c'était une somme que nous, il fallait rêver, quoi. Oui, bien sûr. Et là, c'est Léopold d'Or. Oui. Léopold d'Or qui a acheté. Ils se sont mis à 3 pour les acheter. Il y a eu la ville, des choses comme ça. Ah oui. On a demandé 2,5 millions à l'époque. À l'époque, c'était... Ça faisait des sous. Ça faisait des sous. Est-ce que et ça, remarquez, ça a permis, parce que de ne pas acheter, moi, ça m'a permis de faire des modèles personnels et de sortir quelque chose que personne n'avait. D'inventer quelque chose, quoi, de partir de zéro. On a vraiment sorti quelque chose de nouveau. Qui ensuite a été copié par d'autres. Et à l'époque, où les autres ne faisaient plus rien, là, quand on y était au début, il y en avait un qui avait sorti le Junois, le fameux Junois qui venait d'Espagne. Là. Il a dit il était extraordinaire au point de vue travail. Quoi. Et lui, il faisait le malheur. Parce qu'il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Il était original. Oui, hein. Junois, c'est facile à un moment donné, il fermait le jeudi le dimanche. Ça va. Bon, vous avez compris? C'est bon signe. Vous avez compris? D'accord. Et ça, je ne dis pas de bêtises. Hein. Ouais. Et même, moi, je lui dis, et puis alors, le soir, moi, je me rappelle, moi, il descendait la fois, les gens ils disaient, oh putain, on n'a rien fait, on n'a rien fait. Et tout le paquet, il avait le paquet, il disait, regardez. Et moi, j'ai travaillé. J'ai dit, mais vous êtes pas fous, là, vous ne voyez pas. On faisait tout pour l'éliminer après, parce qu'il était espagnol. Et voilà, il était espagnol. Voilà. L'espagnol a remis en déroute. Il est arrivé quand, Junois, à Marseille? Ouais. Et là, à la foire, il y a des gens qui ont continué doucement. Puis 2 ou 3 que se sont représentent, moi j'ai tout le temps eu la tête là-dedans. Après, il y avait pesante. Et puis le reste, ça s'en bricolait. Et puis alors, après tous les chantonniers, de véritables, moi je dis, ce que j'appelle un chantonnier, c'est le chantonnier qui fait le sujet intercuite. Et les gens se sont tous envoyés dans les chantons habillés. Ils ont cherché la facilité. Il n'y a qu'à voir sur le champ de foire, vous en avez autant d'un côté que de l'autre. Mais il y en a plus de chantons habillés que C'est plus facile, que c'est plus simple de faire des chantons habillés? C'est la facilité de faire des chantons habillés? C'est la facilité de faire des chantons habillés, c'est plus facile? Ma foi. Il J'entends pas bien. Ouais. Faire des chantons habillés, c'est plus facile que de faire des chantons en terre cuite? Et oui. Oh, c'est un travail de couturier. Ça, je ne veux pas discriminer, mais alors vous avez des gens qui font de très belle tête à tout ça, qui soignent les choses comme ça, mais le reste, c'est tout de la série. Et c'est tout un travail de couturier. Ce sont pas des chantons, quoi. C'est pas des chantons. Puccinelli. Oui, mais Puccinelli, c'est des artistes. Ah, attention. Alors, et la Vessumian, c'est pareil. La Vessumian, il a votre travail quand même. Ouais, C'est quoi ça? elle est forte, ça. J'en ferai des photos de ça, de ces jours. Ouais, il faut faire des photos. Ouais. C'est vraiment super beau. Ah, mercredi, j'arrive pas, j'ai pas la manette. Ouais, elle m'a fait un joli petit cadeau. Là. Ouais, c'est très beau cadeau. Je ne sais pas combien de les vendre, c'est des choses qui c'est valent 3 ou 4 000 francs. Ça. C'est unique ça, non? Elle en fait d'autres? Elle a fait pour vous, elle en fait d'autres comme ça? Ça, c'est unique. C'est unique,
Et les autres, ça change. Et c'est justement quand je lui ai demandé qu'elle avait fait l'exposition à Orla. Dans un coin, elle avait mis les choses. Alors et puis chez elle, j'en avais vu 2 ou 3 qui étaient en train. Alors j'ai dit, écoute, tu m'as fait quelque chose, tu m'as fait à ton idée. Elle m'a envoyé pour mon anniversaire. Et puis c'est pas ça, là, c'est pas. Tu vois, c'est délicat. C'est délicat, comme. On ne peut pas dire que c'est ça, là. Non, non, absolument pas. Alors quand il m'a dit que les mains, elle a une habileté. Regardez ses pieds. Regardez les pieds de dessous. D'en dessous aussi. Et les mains sont magnifiques, elles sont détachées, elles sont déliées. Elle a une. Et puis les corps sont superbes. Allez. Je le ferai, Oh, je m'amusais maintenant, je faisais toutes sortes de choses. À un moment donné, je prenais le. C'était de là. Mais alors, on aurait cru vraiment que la était propre. Alors, j'avais un collègue, Alex, à un moment donné, il était venu. Alors, je disais. Il était venu me voir un dimanche après-midi. Et j'étais en train de pleurer là-bas. J'étais là-bas à côté. Là. Et il n'en revenait pas. Alors j'ai dit, il me dit, mais ça va marcher. Et après, j'avais fait voir le résultat, et il avait pris une photo, il était parti. Oh putain. Ça va, puis j'ai commencé à être fatigué, tout ça. Ah ouais. Bon. Arrête-le avec